is the only alternative to the state of nature. To envisage what are, under the current condition of globalization, the more adequate form of constructing such an agonistic order, this is, in my view, the challenge that we are facing today. Thank you. Muchas gracias, Chantal, por tu exposición de este concepto apasionante y por sus implicaciones. Igualmente, si alguien quiere preguntar, ahora la voz es para vosotros. Ahí arriba, Bruce. I'm going to ask my question in French, if you want. There Yes, you go. yeah, Ok, I'm here. ah oui, d'accord. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cet exposé magnifique qui prend le contre-pied total de l'exposé précédent. Enfin, je ne sais pas si personne ne l'a remarqué. Et je suis presque à 100% d'accord avec tout ce que vous avez proposé et présenté, notamment dans la critique du modèle consensualiste, soit rawlsien, soit habermasien. Maintenant, il me semble que même si je suis globalement d'accord avec vous, le problème se pose plutôt avec l'autre modèle avec lequel vous vous battez, qui est le modèle de Carl Schmitt, c'est-à-dire en fait la théorie ami-ennemi. Et je voudrais donc vous poser une question sur la distinction que vous faites entre l'adversaire et l'ennemi, parce qu'il me semble que c'est là le point fondamental de votre théorie agonistique. Alors je suis tout à fait d'accord avec la critique du système libéral qui suppose que tous les individus politiques soient déjà finalement des êtres cultivés, qui ont déjà en quelque sorte supprimé leur passion et qui accèdent à la rationalité pure. Donc du côté de la critique du modèle libéral, je vous suis tout à fait. Par contre, parce que j'ai l'impression que vous essayez de trouver une troisième voie entre le modèle libéral et le modèle, on pourrait dire, conservateur ou réactionnaire de Schmitt. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions que vous employez qui font écho au vocabulaire schmittien. Maintenant, s'il faut distinguer l'adversaire de l'ennemi, j'aimerais vous entendre de manière un peu plus précise, parce que j'ai l'impression que votre distinction entre adversaire et ennemi est quand même une forme, disons, de consensualisme qui est injecté dans le modèle, on pourrait dire antagoniste pur schmittien, au sens où vous présupposez quand même l'acceptation de la part de l'adversaire ou des adversaires de ce que je nommerais une sorte d'art de la guerre ou de droit de la guerre. Notamment la reconnaissance de la légitimité de l'autre adversaire et la volonté de ne pas lui dénier la position de l'adversaire et d'en faire un simple ennemi à éliminer. Donc est-ce que votre modèle agonistique n'est pas une sorte de version light du modèle schmittien, et est-ce que vous pouvez bien distinguer adversaire et ennemi? Oui, je voudrais juste une précision sur la distinction que vous pourriez faire entre adversaire et ennemi. D'accord, merci. Oui, non, vous avez très bien compris, je n'ai pas cité Schmitt, mais bien entendu, Schmitt est tout à fait présent. Bon, Schmitt est pour moi un auteur avec lequel je me bats, avec lequel j'ai une relation agonistique depuis pratiquement 30 ans. J'ai beaucoup écrit sur Schmitt. Et vous avez aussi raison de dire, j'essaye, en fait, bon, pour moi, Schmitt est tellement important parce que d'une certaine façon, je voudrais, en partant de prémices schmittiennes, sur le fait, bon, oui, que das Politische, le politique a à voir avec la discrimination ami-ennemi, arriver à des conclusions complètement différentes. Je parle de prémisse schmittienne, mais je voudrais, à partir de ça, justement, pouvoir défendre la démocratie pluraliste. Et en fait, reformuler, si vous voulez, un libéralisme qui soit véritablement politique.
Parce que je crois que Schmitt a tout à fait raison dans sa critique au libéralisme. Il dit par exemple le libéralisme ne peut pas penser le politique, parce que quand il prétend penser le politique, ou bien il utilise un modèle économique, ou bien il utilise un modèle de philosophie morale. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir, bon, ça c'est un texte qu'il a écrit donc, dans le concept du politique dans les années 20, mais en fait, si on voit la situation aujourd'hui, c'est absolument pertinent, parce que le modèle agrégatif de la démocratie, c'est un modèle qui utilise justement une approche économique. Alors, ils le disent même, il y a un livre, Antonino, qui s'appelle An Economic Model of Democracy, et toute la conception de la démocratie, c'est utiliser des formes de raisonnement de l'économie pour penser le marché politique. Et en réaction à ça, on a le modèle délibératif qui, au contraire, utilise une forme de philosophie morale. Mais aucun des deux n'est véritablement capable de penser politique. Donc je crois que Schmitt a tout à fait raison là-dessus. Mais le problème, c'est qu'évidemment, Schmitt, donc, sa critique du libéralisme est, à mon avis, absolument pertinente. Disons, du libéralisme réellement existant, parce que justement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de reformuler une approche libérale qui permettrait, parce que je crois que, quand je dis approche libérale, pour moi, le pluralisme, ça vient vraiment de la tradition libérale. Par exemple, dans le livre le Democratic Paradox, j'essaie de montrer comment la démocratie moderne, la démocratie pluraliste, vient en fait d'une articulation de deux traditions, la tradition libérale et la tradition démocratique, qui, alors là je suis de nouveau d'une certaine façon d'accord avec Schmitt quand il dit qu'elles sont absolument, on ne peut pas vraiment les réconcilier. Il dit le libéralisme ni la démocratie ni le libéralisme. Là, je suis d'accord avec lui contre, par exemple, la version d'Habermas qui dit qu'ils vont nécessairement ensemble. Mais je propose de voir cette articulation comme le lieu d'une tension, pas d'une contradiction. Donc, je n'accepte pas la conclusion de Schmitt qui dit que la démocratie moderne libérale est un régime inviable. J'essaye de penser justement à quelles conditions est-ce qu'on pourrait en faire un régime qui soit véritablement, qui accepte la dimension politique. Et, si vous voulez, alors on peut appeler ça du schmittisme light, mais justement, c'est d'essayer de penser comment on peut faire place le fait que l'antagonisme est inéradicable à l'intérieur de la démocratie pluraliste. Parce que je veux aussi, comme je le disais, maintenir le lien avec la tradition libérale, parce que je crois que le libéralisme, c'est ce qui a injecté la dimension pluraliste dans la démocratie. En fait, si on prend l'idéal démocratique, et là, Schmitt a raison aussi quand il dit, bon, strictement la démocratie, l'idée de gouvernement par le peuple, ça n'a pas la dimension libérale, n'y est pas, la dimension pluraliste n'y est pas. Donc ça a été, c'est quelque chose qui a été, bon, Macpherson par exemple l'a bien montré, comment durant le 19e siècle ces deux traditions ont été articulées. Mais, et donc, moi je ne suis pas du tout en faveur de ces démocrates, une certaine forme de démocratie directe qui voudrait dire non, le libéralisme, bon, je parle ici bien entendu de libéralisme politique, hein, pas du tout de ce que les Italiens appellent liberismo, donc le libéralisme économique, mais le libéralisme en tant que justement une conception pluraliste de la société. Mais alors, donc, pour en revenir à Schmitt, Schmitt est convaincu que, c'est-à-dire, je vais le dire d'une autre façon, Schmitt reconnaît de manière très juste que le politique a à voir avec la dimension de l'antagonisme, de l'ami-ennemi. Et il en conclut que il est donc impossible, on ne peut pas à l'intérieur d'une société accepter le pluralisme, accepter le conflit, parce que ce conflit va se manifester donc, sur la forme ami-ennemi et ça va conduire à la guerre civile. Donc il faut, pourquoi sa solution, c'est une solution autoritaire. Mais moi j'essaye de montrer comment en fait
on peut à la fois reconnaître le fait que cet antagonisme est inéradicable, mais penser qu'il peut se manifester de deux